Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis April, je suis autiste, j'ai été diagnostiquée il y a 8 mois et depuis je fais des vidéos pour parler d'autisme. Aujourd'hui je vais aborder le thème de la rigidité mentale. Alors qu'est-ce que la rigidité mentale? Eh bien la rigidité mentale, appelée aussi manque de flexibilité mentale, c'est en fait une difficulté à passer d'une idée à l'autre, d'une pensée à l'autre ou bien d'une action à l'autre. Et c'est en ce sens qu'on est rigide. Alors, cette rigidité mentale, elle fait partie du diagnostic dans un trouble du spectre autistique. Moi, j'ai eu du mal à assumer en fait cette appellation-là. Je trouve toujours qu'elle est un peu difficile à assumer, difficile à porter, comme si on était un être rigide, comme si on était un être incapable d'ouverture, incapable de rebondir. Et je trouve ça un peu lourd à porter, oui, en effet. Je voulais dire que en fait cette rigidité mentale, pour moi, c'est tout simplement une sécurité intérieure que l'on se donne pour se protéger d'un environnement qui est anxiogène, qui est changeant. Et donc en étant rigide, en fait, on se protège et on se donne un cadre rassurant. Alors la rigidité mentale dans l'autisme, elle touche plein de domaines différents. En fait, je trouve qu'elle est au cœur même de toutes les spécificités autistiques, puisque si on parle de difficulté à accepter les changements ou à rebondir ou à s'adapter, bah, on peut donc du coup bien sûr parler du besoin de routine des stéréotypies, donc c'est-à-dire ces gestes qu'on fait un peu au quotidien pour relâcher la pression ou au contraire quand on est content. Ces routines qu'on fait aussi pour se donner là encore ce cadre sécurisant dont on a besoin. Ça touche aussi en fait les difficultés dans les interactions sociales, puisque si on a du mal à switcher dans notre tête dans une conversation, vous vous imaginez bien que quand il y a une personne qui nous parle, on va avoir du mal à comprendre l'implicite, donc on va avoir du mal à s'adapter à temps à la conversation, à une réaction, on va dire, appropriée, enfin selon elle, selon la personne qui nous parle. Et donc là encore, la rigidité mentale va faire que parfois on va continuer sur notre lancée sans se rendre compte que la personne face à nous, elle n'est pas bien du tout, ou alors elle est en train de dire quelque chose d'autre et que nous, on n'a pas fait la transition en fait. Ça va aussi du coup nous impacter au niveau de l'échange, c'est-à-dire qu'on va manquer de répartie, on va avoir besoin de bien réfléchir avant de donner sa réponse, on va être un peu plus lent, on va donner l'apparence d'être plus lent. Et puis ça impacte ce qu'on appelle l'empathie cognitive, c'est ce que je disais, c'est-à-dire la difficulté à se mettre à la place de l'autre, mais d'une façon intellectuelle. Aussi parce que comme il y a des choses qui nous échappent, on ne voit pas que l'autre a changé d'état en fait, a changé d'état mental, d'état d'esprit, il est passé à une autre émotion, que nous on va rester comme ça bloqué sur quelque chose peut-être qu'on a réussi à identifier et donc qui nous sécurise à ce moment-là, donc on reste sur ça et on voit pas que lui il est passé à autre chose. Ça va aussi générer en fait de l'anxiété, cette rigidité mentale, quand on a besoin de se créer un cadre sécurisant et qu'on n'a pas ce cadre-là, malgré toutes nos routines, malgré le fait qu'on fait attention à pas avoir trop d'interactions sociales qui pourraient nous angoisser et nous fatiguer, malgré tout parfois eh bien on est quand même, on devient anxieux. Et pourquoi on devient anxieux? Parce qu'en fait, à moins d'être totalement enfermé chez soi, on est obligé de se confronter au monde. Et en fait, comme le monde change en permanence, on va se prendre de plein fouet ces changements. Et donc, ça va rajouter de la fatigue, en fait. Et cette fatigue, ça va être le cercle vicieux. Plus on est fatigué, on est anxieux. Plus on est anxieux et plus potentiellement on peut faire des crises autistiques. Là encore, les crises autistiques, je pense que c'est lié à un trop-plein d'imprévus, quelque chose qui a été mal anticipé, géré en amont, et c'est un peu la cocotte minute quoi. Et là encore, cette rigidité mentale, quand en fait on a trop outrepassé nos limites, qu'on a trop, on s'est trop dit, on s'est trop forcé à accepter plein de changements qui étaient trop coûteux pour nous, c'est là peut-être où ça peut amener un meltdown ou un shutdown. C'est aussi dans la réaction, dans la relation aux autres et dans la réaction des autres qu'on peut aussi avoir ces crises quand par exemple
Nous, on a besoin de plus de temps pour poser les choses avec l'autre dans la relation. Donc dans un échange, on a besoin de prendre notre temps pour expliquer et que l'autre en fait ne nous accorde pas ce temps où lui il veut aller plus vite parce que il a pas ce problème-là de rigidité mentale. Et bien c'est là où nous on va se sentir tellement heurté qu'on peut faire une crise en fait. Il va y avoir une incompréhension. C'est si en fait vous avez planifié à l'avance que vous alliez dire ça à la personne et qu'en fait quand vous voyez la personne elle est hyper fatiguée, elle a pas l'air bien, mais vous êtes tellement préparé à dire cette chose que vous en tenez pas compte, non pas que vous le voyez pas ou que vous n'avez pas d'empathie, mais parce que là vous avez tout donné, vous avez préparé votre discours, donc vous y allez quand même. Forcément ça se passe pas très bien et bah après ça va créer voilà des réactions, on va se sentir mal et on va se replier sur soi-même et ça va être vécu comme un effondrement en fait. Parce que l'interaction s'est mal passée et que nous, on a tout fait pour que ça se passe bien en plus mentalement, mais ça n'a pas suffi. Voilà, alors c'est aussi au niveau sensoriel, je trouve, qu'on peut avoir cette rigidité. Alors dans ce cas-là, puisqu'on parle de sécurité, moi je préfère parler de sécurité intérieure en fait qu'on se donne. Eh bien la rigidité, elle n'est pas seulement au niveau mental, c'est-à-dire cognitif. Elle peut être aussi au niveau corporel, voire sensoriel, puisque tout est lié en fait. Quand on est autiste, on n'a pas seulement un cerveau d'autiste, on a aussi un corps d'autiste. Et donc ça va être toutes ces difficultés avec les changements de saison. Quand on passe d'une saison à l'autre et que notre corps il a du mal à s'habituer, il reste un peu comme ça dans l'ancienne saison et il voit pas que là il faut qu'il mette un pull ou il faut qu'il se réhabitue à des températures plus froides. Il faut qu'il soit plus en résistance parce que là c'est l'hiver ou à l'inverse il peut au contraire se relâcher parce que les températures sont plus douces. Ça peut être ça peut être aussi même les états organique du corps, c'est-à-dire le sommeil, la digestion, en fait tous ces états-là, quand le corps change, ou alors pour les femmes, je pense aussi aux douleurs menstruelles, eh bien ça crée aussi de la fatigue, ça peut aussi créer des crises, parce que c'est toujours un changement hormonal, un changement physique, un changement sensoriel. Et puis quand on arrive dans un nouvel environnement, c'est pas que un nouvel environnement au niveau visuel, c'est aussi au niveau de l'odorat, au niveau de l'ouïe, au niveau du toucher, et donc tous nos sens sont sollicités. Et là encore, c'est très éprouvant et il faut qu'on se réhabitue à cet environnement sensoriel auquel on n'a pas l'habitude avant, dont on n'était pas habitué avant. Et donc l'hypersensibilité serait aussi liée à cette rigidité-là. Bien sûr, la principale, on va dire, interprétation de la rigidité, c'est dans les fonctions exécutives, c'est ce qu'on appelle le manque de flexibilité mentale. Et ça, vous pouvez l'observer lors d'un test de QI ou alors lors d'un test des fonctions exécutives, où en fait, vous n'arrivez pas à vraiment à passer d'une idée à l'autre, vous êtes plus lent, ou alors vous restez sur l'idée précédente. Et ça, en fait, le neuropsychologue ou psychiatre, il peut l'observer cliniquement. Donc moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai passé un test de QI. J'étais un peu lente à passer à l'activité suivante. Pour moi, c'était trop... je vais même pas dire que c'est au niveau intellectuel que c'était éprouvant, c'était vraiment... Je sentais presque au niveau physique que c'était éprouvant. Que physiquement, presque sensoriellement, émotionnellement aussi, je ne pouvais pas passer aussi vite d'un exercice à l'autre. C'était pas possible parce qu'en fait, quand on me proposait un exercice au test de QI, j'étais hyper investie, je voulais bien faire, mais c'est comme si je m'imbibais de l'exercice. Et donc tout d'un coup, on me l'enlève et on m'en donne un autre. Non mais attendez, là, il faut me laisser un peu le temps qu'il y ait une transition. Voilà, et c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est très lié aussi aux émotions. Cette rigidité-là, enfin ce besoin de prendre son temps, d'être dans la lenteur, de bien faire le deuil, je sais pas, des étapes précédentes pour accepter les suivantes, etc. Et c'est vrai que ça peut être frustrant quand on constate cette rigidité. Parfois on s'en rend pas compte, et quand on s'en rend compte, on a l'impression d'être paralysé, d'être bloqué, notamment au niveau des fonctions exécutives, quand on passe 4 heures sur son canapé parce qu'on n'arrive pas à se lever pour passer à l'action suivante. Et bien là, c'est clairement, on peut être frustré, on peut être en colère contre soi-même, etc. Alors qu'en réalité, ça fait partie de notre fonctionnement et que ce manque-là de flexibilité mentale, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, quelque chose de... Même si c'est une limite à laquelle on touche,
et que cette limite, elle n'est pas la même que les autres. Mais moi, je la verrais plus comme en fait un mécanisme de défense, une protection. Là, on n'a pas les ressources pour faire 15 000 tâches dans la journée et c'est ok. Et en fait, on en fait moins, voire on n'en fait pas du tout. Et je crois que si on est vraiment à l'écoute de soi, on peut vraiment sentir physiquement en soi les moments où on va pouvoir être plus actif, être plus dans la norme et les moments où en fait, non, on ne peut pas et dans ces cas-là, il faut s'écouter. Moi, j'ai remarqué que souvent, j'étais remuée donc de passer trop de fois d'une tâche à l'autre. Et ce que je faisais, c'est que par exemple, je pouvais faire 3 heures d'administratif, mais je faisais tout en même temps. Comme ça me provoquait pas trop de mal-être, même si c'était quelque chose que j'aimais pas faire, parce que c'était la même tâche. Vous voyez, donc c'est pas comme si je faisais un peu d'administratif tous les jours pour pas que ce soit trop lourd à porter. En fait, ça, non, pour moi, ça marcherait pas parce que de séquencer ces tâches qui sont très anxiogènes, ça, c'est pas possible, c'est difficile parce que ça me demande une préparation mentale intensive. Et donc c'est ça aussi qu'il faut voir dans cette rigidité-là, c'est que quand on doit faire quelque chose, on s'y prépare. Ensuite, on fait la chose. Et ensuite, on doit un peu souffler, comme quand on veut une interaction sociale. Donc imaginez si tous les jours je me mets à faire de l'administratif, il faut que je me prépare, c'est anxiogène, je fais la tâche et après il faut que je me repose, en fait ça va être trop fatigant. Donc du coup moi ma stratégie c'est de faire tout l'administratif, toutes les tâches un peu barbares, le même jour, enfin voilà, ou la même heure, la même durée. Comme ça j'ai pas à me repréparer mentalement à chaque fois. Et puis au pire j'ai un gros stress avant. Et une fois que je suis dedans, je suis à fond. Et puis même, je dirais que quand je suis dedans, ça devient presque pas plaisant, mais en tout cas, je suis dans mon truc. Et donc, quelque part, là encore, comme il y a de la rigidité, j'ai du mal à passer à la tâche suivante. Et c'est là où parfois je peux être un peu bizarrement, je peux me transformer un peu en quelqu'un de très maniaque parce que j'ai commencé à faire du ménage et que j'arrive plus à m'arrêter. Ou bien même quelqu'un de bavard parce que j'ai commencé à parler et du coup, comme je suis lancée, que je suis à l'aise, je continue et je peux plus m'arrêter. Alors qu'il y a des moments à l'inverse où je vais être complètement muette parce que j'ai pas les ressources, ou alors ça va être totalement le bazar dans mon appartement. Donc là encore, on pourrait se demander si le manque de nuances, le fait qu'on soit dans les extrêmes tout le temps, on passe du tout au rien, est-ce que ce serait pas lié à la rigidité mentale également? Voilà. Alors, les idées reçues concernant la rigidité mentale. Malheureusement, alors c'est vrai que moi, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai lu rigidité, j'ai pensé à manque d'ouverture, à quelque chose d'assez négatif. Et c'est pour ça que j'étais un peu... j'avais pas trop envie de me pencher sur la question. Et puis, finalement, j'ai compris ce que c'était. Et là, j'ai réalisé en quoi j'étais rigide, c'est-à-dire en fait en quoi j'avais besoin de routine, etc. pour me sécuriser et que c'était normal, que c'était mon fonctionnement, voilà, ça faisait partie de mon ADN, mais que ce n'était pas quelque chose, on va dire, de l'ordre de mes idées ou comme si j'étais fermée d'esprit, vous voyez. Or, quand j'ai tapé sur internet rigidité mentale, sur Google, je suis tombée sur un site qui parle d'ailleurs des troubles 10 qui explique que la rigidité mentale, c'est une tendance à persévérer dans son idée et un refus de changer de point de vue. Donc là, c'est un total amalgame, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas qu'on refuse de changer de point de vue, c'est pas une question de point de vue, de ce qu'on pense ou de ce qu'on pense pas. C'est une question de rester dans l'action ou de rester dans un, on va dire, un fonctionnement mais plus global, c'est-à-dire une conversation, on reste dans la conversation. Une tâche, on reste dans sa tâche et on a du mal à passer à la tâche d'après. Mais non pas parce que on est fermé d'esprit, mais juste parce que c'est une protection que fait notre cerveau, voire notre être tout entier, physique et mental. Donc attention à ne pas confondre parce que ça n'a rien à voir avec le manque d'ouverture d'esprit et je crois même que c'est tout le contraire. Je crois que les personnes neuroatypiques et autistes sont en réalité des personnes qui peuvent vraiment être très ouvertes, avec qui on peut discuter, qui aiment le débat, rien à voir avec le manque d'ouverture d'esprit. Au contraire, je dirais que c'est même les personnes qui sont dans la norme qui ont du mal à sortir de leur zone de confort, qui ont du mal à remettre en question leur perception du monde, leurs idées sur
ce qu'on peut et ne pas faire, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, et qu'on pourrait même dire dans ce cas-là que ce sont ces personnes-là qui sont rigides, alors que nous, on fait quand même un effort, on fait un effort surhumain pour que intellectuellement, cognitivement, on essaie de se mettre à la place de l'autre pour l'accueillir parce que justement, ça nous fait un peu défaut. Donc voilà. J'ai aussi lu ou entendu que quand on était rigide, on manquait de créativité et que le fait qu'on n'arrive pas à passer d'une idée à l'autre, c'était parce que en fait, on n'avait pas assez d'imagination pour trouver la solution à l'idée A pour passer à l'idée B. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là aussi, cette idée d'associer rigidité mentale et manque de créativité, je crois que là, on n'y est pas du tout parce que la créativité, ça concerne beaucoup les émotions, l'appareil émotionnel. Donc je vois pas en quoi le fait d'être rigide, d'avoir besoin de cadre, d'un cadre clair, ça a à voir avec la créativité. Puisque en fait le cadre clair dont on a besoin, c'est plus au niveau des faits dans notre journée. Je fais ça, et puis ça, et puis ça. Mais c'est pas au niveau de ce qu'on pense. Notre pensée, elle n'est pas rigide en fait. Même si on parle de rigidité mentale, mais notre pensée en termes de pouvoir d'abstraction, de création, d'image, elle n'est pas rigide. Au contraire, quand on pense, quand on imagine, on sort de soi. On sort de parfois notre émotionnel qui est lourd, notre quotidien qui est difficile et on explore et c'est merveilleux. Donc ça n'a rien à voir. Il faut vraiment pas confondre. Je ne sais pas comment bien expliquer les choses, mais c'est pas pour moi, c'est pas qu'on n'arrive pas à passer d'une idée A à une idée B. En fait, je crois qu'au contraire, si on reste sur une idée et que ça peut donner l'impression qu'on est un peu buté, là encore, qu'on est psychorigide et tout, c'est parce qu'on est perfectionniste. Donc en fait, c'est nos qualités qui nous font rester sur cette idée. Parce qu'on veut creuser la question, parce qu'on veut être sûr d'avoir bien compris, parce qu'on a plein d'idées justement pour résoudre le problème et qu'on ne sait pas quelle solution choisir. Donc je crois que c'est plutôt notre richesse intérieure, créative, intellectuelle qui nous bloque comme ça dans l'action. Et d'ailleurs, on pourrait se demander même si les ruminations mentales, c'est pas une forme de rigidité, puisqu'on est tellement riche et débordé d'émotions, de pensées tout le temps, qu'on fait le petit moulin dans sa tête. Bon, ça, c'est beaucoup le fonctionnement HP, les TDA, etc., TDH, mais les autistes aussi. Hein. Et du coup, comme on bloque autour d'une idée parce qu'on ne trouve pas de solution, parce qu'on a trop de solutions, pardon, ou alors qu'on a besoin que ce soit clair, d'explorer toutes les pistes, parce que nous, on a évidemment on a une pensée riche et en détail, parce qu'on rumine trop, c'est ça qui nous bloquerait dans l'action, qui ferait qu'on serait, entre guillemets, rigide mentalement, vous voyez. Donc je pense qu'il faut voir les choses un peu différemment. Et là encore, je crois que cette question des imprévus, elle est trop rigide. Puisque quand on dit qu'on refuse tous les imprévus, que dès qu'il y a un imprévu, les personnes autistes, elles vont s'effondrer et elles vont faire une crise, mais en fait, là encore, il faut apporter de la nuance. Ça dépend de quel imprévu on parle, ça dépend si l'imprévu était prévu, vous allez voir, je vais vous expliquer après. Ça dépend aussi comment on se sent physiquement, mentalement, etc. De notre niveau de fatigue, de stress. C'est-à-dire que si là, à l'instant, on m'appelle pour me dire que je suis multimillionnaire, on est d'accord que c'est un imprévu. Est-ce que vous croyez que je vais faire une crise? Bah non, je vais être contente, comme tout le monde. Donc en fait, les imprévus, c'est aussi lié aux choses qui nous angoissent. Et qu'est-ce qui nous angoisse? C'est les interactions sociales, c'est tout ce qui est sensoriel, les bruits, la lumière trop forte. C'est aussi des situations sociales précises, notamment le monde professionnel, les réunions familiales. Qu'en fait, ça concerne des choses qui sont difficiles pour nous et c'est normal. Donc il ne faudrait pas non plus nous voir comme un robot ultra rigide qui ne supporte pas les choses. En fait, moi, tant qu'on m'explique bien, je suis capable de vivre des imprévus. C'est vrai qu'à mon travail, je constate que parfois, ça me fait comme un choc en fait quand j'apprends quelque chose à la dernière minute ou alors quand je sens que j'ai pas assez de ressources pour m'y préparer ou pas assez de temps. Ça me fait comme un choc. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on vient me voir, qu'on m'explique bien et qu'on explicite bien tout, dans ce cas-là, je peux prendre le truc en cours, vous voyez. Donc, est-ce que la rigidité, c'est aussi pallier, là encore, aux implicites, aux difficultés de comprendre les implicites, au fait qu'on a besoin aussi d'être sécurisé par les autres.
En fait, si nous, on a de plus en plus de routines et si on a de plus en plus de mal à accepter les imprévus, c'est parce que le monde qui nous entoure est très angoissant et que rien n'est fait pour nous faciliter la tâche. Donc bien sûr que ça va nous, enfin, ça va nous renfermer, on va se renfermer sur nous-mêmes et on va avoir de plus en plus de mal à accueillir la nouveauté. Alors que de la bienveillance, je pense que ça ferait vraiment du bien à tout le monde, mais surtout aux personnes autistes, et que là, bah, peut-être les changements, ils seraient un peu mieux acceptés, voilà. Même si au final, on a quand même, je pense, des difficultés, c'est vrai, à switcher. C'est vrai qu'il peut y avoir de la lenteur. Moi, je constate dans mon travail, parce que je suis enseignante, quand je fais un cours, parfois, je vais rester sur l'activité que je suis en train de faire avec mes élèves, parce que bah, ça me remue de passer à l'activité suivante, et que là, c'est un peu un saut dans le vide, je sais pas. Est-ce que cette activité-là, ça va leur plaire? Est-ce que finalement, je ne veux pas perdre la classe? Est-ce qu'ils ne vont pas se mettre à bavarder? Donc du coup, je reste sur l'activité qui me sécurise, où j'ai lancé un document, une étude de texte ou une étude d'image, et puis en fait, on parle, on parle, on parle à rallonge, et parfois, je peux comme ça ne pas finir ma séance, non pas parce qu'elle n'est pas préparée ou parce que je n'ai pas assez travaillé, mais parce que par sécurité intérieure, je vais rester sur ce que je connais. Donc vous voyez jusqu'où ça vient se répercuter en fait. Ça vient se répercuter dans les petits détails du quotidien. Une conversation au téléphone, vous appelez quelqu'un et en fait vous avez décidé que vous allez lui dire ça et vous avez besoin de lui dire ça à ce moment-là, de tout lui expliquer, de vider votre sac. Et donc vous parlez, vous parlez, vous parlez et la personne qui n'a pas que ça à faire, qui est fatiguée, qui est stressée, qui n'est pas de bon poil ce matin, elle va vous couper dans votre élan et puis bah ça va finir par une crise autistique. Bah oui. Donc en fait, c'est tous ces petits changements-là, ça nous fatigue, on a besoin d'anticiper. Et puis c'est toujours, on a besoin de se préparer mentalement. Et quand on vit la chose, en fait, ça nous impacte émotionnellement, physiquement, intellectuellement, c'est un tout. On se prend des chocs en fait, on se prend des chocs, que ce soit avec les gens, euh, que ce soit à l'extérieur, que ce soit même dans la rue avec les voitures, on se prend des chocs. Et après on s'étonne que physiquement on lâche, mais c'est aussi parce que en fait on est hypersensible. En fait la rigidité mentale c'est tout simplement l'hypersensibilité. Et puis la rigidité mentale, c'est aussi au niveau sensoriel. Si on a des routines alimentaires, c'est par rigidité mentale, mais c'est aussi par hypersensorialité, parce qu'on ne supporte pas des textures. Si on a de la rigidité mentale dans les interactions sociales, c'est parce qu'aussi on est hypersensible et qu'en fait on va être complètement dévasté si des personnes réagissent mal, donc on a besoin de se préparer. Voilà, donc cette idée de mental, c'est peut-être une rigidité totale, ou en tout cas un besoin de sécurité intérieure, parce que au niveau de l'environnement, ça n'est pas fait. Et il n'y a pas cette sécurité. Il n'y a pas. Et il pourrait y avoir, en tout cas il pourrait y avoir du mieux, mais c'est difficile. Et donc on a besoin, nous, voilà, de se sécuriser encore plus, encore plus, encore plus. Alors tout à l'heure je disais, oui les imprévus, quand on a prévu des imprévus, ça se passe mieux. Eh bien oui, parce que là je pense au fonctionnement HP. Vous allez me dire, les hauts potentiels intellectuels, ou surdoués, ou zèbres, ou ce que vous voulez, eux ce qu'ils aiment c'est au contraire la nouveauté. Ils n'aiment pas les routines, ils ont besoin de changement, ils ont besoin que ça bouge, ils ont besoin d'apprendre plus, toujours plus. Alors quand on est HP et autiste, comment ça se passe? Puisque moi je suis les deux. Alors, auto-déceler, détecter au potentiel, pas officiellement détecté, et auto-diagnostiquer autiste et diagnostiquer officiellement autiste. Mais je crois que je suis les deux, vraiment. Donc, j'en parle. Eh bien, moi, ce qui se passe, c'est que j'aime la nouveauté. J'aime apprendre. Je n'aime pas la routine. C'est-à-dire, j'aime pas quand c'est répétitif, quand c'est ennuyeux. Voilà, on va dire ça comme ça. Même si j'ai besoin de routine. Mais en fait, quand j'ai prévu que ce week-end, eh bien, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je le sais à l'avance, eh bien, c'est facile et je ne vais pas faire de crise. Alors que si je me suis dit dans ma tête, ce week-end on fait ça, et que samedi matin, j'apprends qu'en fait c'est annulé, là je vais faire une crise. Et donc c'est là où je dis que la rigidité mentale, c'est aussi accueillir parfois les sauts dans le vide, la nouveauté. Mais il faut l'accueillir à l'avance et ne pas se prendre des murs comme ça et être pris de court. Vous voyez, c'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'on peut être tout à fait dans un manque de flexibilité mentale.
on va avoir besoin de temps pour anticiper et en même temps aimer comme moi, vivre de nouvelles expériences, aimer parfois quand je ne sais pas trop où je vais, être surprise, étonnée et aimer aussi, ne pas aimer quand les choses se répètent inlassablement. Mais voilà, tout est une question de nuance dans la vie et peut-être que vous reconnaîtrez dans ce que je dis, peut-être pas. Voilà pour cette nouvelle vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, bye bye!